Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf littéraire sur JMTV+. Nous allons aujourd'hui parler de choses qui vont vous sembler extraordinaires, qui vont vous sembler inexistantes, qui vont vous sembler, pour ceux qui vivent en Afrique, qui sont dans certains villages, qui vont ressembler à de la sorcellerie. Pourtant, c'est du réel. Avant de vous présenter notre invité, on laisse passer une petite page de pub. Kezan vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kezan ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité à un réseau mondial. Découvrez Kezan Social Network, collaboratif et contextuel. Rejoignez Kezan Marketplace, l'espace marchand vous permettant de proposer et d'accéder à tout type de produits et services. Utilisez Kezan Wallet, le porte-monnaie digital qui simplifie vos transactions. Plus besoin de liquidité. Kezan ORP, le reflet virtuel du monde réel. Une technologie brevetée, une super app pour gérer facilement et organiser tous les aspects de votre vie professionnelle, personnelle et familiale. Kezan est une véritable révolution digitale visionnaire, avec la promesse d'une vie plus sûre, avec plus de temps et plus de moyens pour en profiter. Kezan réinvente votre monde. Vous êtes toujours sur JMTV+, et aujourd'hui, nous recevons Yann Alexander qui vient nous parler de ce livre, mais au-delà de ce livre, des choses bien plus importantes. Oui, les objets volants non identifiés, oui, les OVNI, objets volants non identifiés, nous allons aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et, allez-vous bien, vous allez en apprendre des choses. Bonjour Yann. Bonjour JMTV+. Comment ça va? Ça dépend des jours, là pour le moment ça va bien. Bon, ça va bien. Alors, vous avez reconnu Yann Alexander, il était là il y a quelques mois pour chanter, car il est chanteur, un très bon chanteur, en plus je ne le dis pas pour le flatter. Si j'avais son talent, je serais très heureux. Il est revenu aujourd'hui pour vous parler toute autre chose. Juste à côté, c'est Ben Nodi. Bonjour Ben. Bonjour. Comment ça va? La même réponse, ça dépend des jours. Tu as trop froid? Là, ça va un peu plus... C'est un peu plus compliqué que d'autres jours quand même. Tu as un peu trop froid là, Ben? Non, ça va. Ça va. Ça va. Bon, Ben, tu nous viens de quel pays là? Je suis originaire des îles Comores. Des îles Comores? D'accord. C'est bien, tu n'es pas resté sur ton île, c'est bien, hein? Ce dont on va parler là, c'est sûr, tu en as vu sur ton île, hein, j'en suis certain. Alors, Yann Alexander, la question des ovnis en Afrique centrale, voilà, c'est ce bouquin commis par Yann Alexander qui a conduit à cette émission-ci. Yann, depuis quand est-il paru ce livre? Oh, il est paru le 4 novembre. Il est paru d'ailleurs, c'est assez drôle, il est paru le week-end d'un colloque organisé à la Sorbonne sur cette question-là. Sur cette question. À ce moment-là. Donc, le 4 novembre, parution du bouquin, et le 4 décembre, émission sur GMTV+, j'ai de la chance. Merci beaucoup Yann. Merci, c'est moi. Alors, Yann, cette émission, nous l'avons organisée pour informer et surtout éduquer. Je ne dirais pas que j'ai cette prétention d'éduquer les gens, ce serait vraiment présomptueux de ma part. Je transmets des informations et ensuite les gens sont libres de faire ce qu'ils en veulent. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et je crois que la question des ovnis, comme je l'ai dit avec Baptiste Fricourt, discours de UAP Tchèque, je crois que c'est une question révolutionnaire. Tout ce qu'elle suscite, les réflexions qu'elle suscite, aussi bien la question de qui nous sommes nous humains, mais aussi qu'est-ce que c'est que la réalité, la notion de réalité. Et puis également nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux, tout ça, ça a un impact. C'est pour ça maintenant que ce sujet revient sur le devant de la scène, et bien même, c'est assez impressionnant. Évidemment, en face, les gens ne savent pas sur quel pied danser. Je dirais qu'avant, pendant longtemps, dès qu'on prononçait le mot OVNI, la réaction la plus courante en général, c'était les gens rigolent. On rigole, voilà. Que ça soit en France, au Gabon ou en Russie, on rigole. La deuxième réaction qui est en train de se produire actuellement, les gens ne rigolent plus, ou de moins en moins, on rigole beaucoup moins. Il y a encore des gens qui rigolent, mais
beaucoup moins. Et du coup, il y a une nouvelle réaction qui se met en place d'hostilité à cette éventualité. C'est-à-dire que c'était bien quand on en rigolait, mais maintenant qu'on ne rigole plus, aïe aïe aïe. Voilà, donc c'est normal, les gens vont freiner des quatre fers, et puis bon, il y a quand même une autre problématique, c'est que même si c'est un grand sujet, même si nous avons des faisceaux de preuves, pour le moment, nous n'avons pas les preuves absolues telles que le public et une certaine science l'exigent, et donc ça peut nous mener dans une impasse. Et qui plus est, c'est vrai que même si c'est un sujet mondial, ça vient essentiellement, le déclic vient des États-Unis, dont la puissance, c'est toujours une grande puissance, mais qui est fragilisée, qui est relativisée et qui elle-même n'a pas été toujours honnête. Par exemple, ils ont menti sur l'Irak, les motifs de la guerre en Irak, donc c'est difficile de les croire sur parole. Chers téléspectateurs, je ne suis pas un spécialiste de la chose des ovnis. Je vais laisser ce terrain-là à ceux qui s'y connaissent mieux que moi. Je parle de mon confrère Gaël Lombard, Gaël Lombard du Parisien, qui est responsable des séances sur le journal Le Parisien. Je parle de Baptiste Fresco, de la chaîne UAP Check News. Pour la peine. Salut Baptiste, pour la peine. Il adore son mot fétiche, pour la peine, Baptiste Fresco. Donc, je parle de Christian Page qui est au Canada. Je parle de Luc Dini. Luc Dini de la commission Sigma 2, qui est un ingénieur à la retraite et qui était au colloque à la Sorbonne justement, et qui, c'est une tête, c'est quelqu'un qui vient des sciences dures. Donc lui, donc à la tête de la commission Sigma, donc c'est en France, eux ils sont sur ce qu'on appelle l'exploitation des data, et essayer de voir si, par exemple, un OVNI aperçu, ou un UAP, donc Unidentified Aerial Phenomena, donc phénomène aérien non identifié, en France c'est PAN, c'est de déterminer qu'est-ce que c'est avant de dire ce que ça n'est pas. Très bien. Voilà. Je vais revenir là-dessus, donc je vais également saluer Guillaume Fourniero, qui travaille avec Baptiste Fresco sur la chaîne UAP Check. Effectivement. On n'oublie jamais ceux qui sont en arrière. Moi, je pense à tout le monde. Et on pourrait citer également toute l'équipe de The UAP Show, avec l'historien Thibaut Canuti, qui a fait un très grand travail, notamment justement pour la plateforme UAP Check News, où il a démontré que tout ce qui est en train de se passer maintenant, il a donné les arguments pour expliquer que ce n'était pas une opération une psy-op de désinformation. Et puis évidemment, il faudrait citer Michael Vaillant. Je n'oublie pas Alain Juillet. Voilà. Donc, je ne peux pas citer tout le monde, mais sachez que vous faites du très bon travail, et c'est grâce à vous que j'ai appris à préparer cette émission, et j'aimerais vous rencontrer et apprendre davantage de vous. Il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Exactement. Parfait, je ne savais rien avant que tu ne m'entraînes dans ces histoires. Tu m'as mis dans la sorcellerie, toi. Aïe, aïe, aïe. Tu vois ce que tu m'as fait comme toi, hein? Ça commence bien. Bon, dans les coulisses, mon assistance Niera, qui aujourd'hui est derrière la caméra, nous a servi un peu à boire. Donc voilà, on a adossé tout le monde. Merci beaucoup, Niera. À ta santé. On va encore dire que les gens qui parlent d'OVNI sont des alcooliques. Qui nous disent. Alors, Ben nous dit, s'il te plaît, mais apaise-nous le plateau avant qu'on se lance dans la grande sorcellerie, ou bien dans les grands ovnis, s'il te plaît. Prends-nous ta guitare, joue-nous quelque chose, fais quelque chose. Ensuite, c'est parti. Giflé par les vagues. Tikala, c'est une île vêtue de cèdre noir, de beauté au visage sombre hélas, oh, dans la montagne. Tikala, île fière dans le blanc du ciel, au sommet de grâces éternelles, une citadelle. Tikala, paradis au goût de cauchemar, femme flamme à la grâce animale, oh, regarde l'état.
cherche et ne la trouve pas sur la moindre carte. Tikala et tout le monde nie son existence. Mais toi tu sais et tu sens sa présence au fond du silence. Le feu et le froid. Ben Nodji, qui est un artiste que vous pouvez retrouver dans tous les bons cabarets de Paris. Hein? Oui. Hein, tu peux en dire un peu plus là-dessus, Bah, tu peux le vendre mieux que moi. Oh, je ne suis pas un bon vendeur, mais en tout cas, je l'ai vu la dernière fois, il était à l'Atelier du Verbe, qui est une jolie salle à Paris 14, de 40 places, et donc il a fait un beau spectacle. Il y avait parmi les invités, j'ai chanté, il y avait Claudio Zaretti également, et l'Atelier du Verbe, c'est une très jolie salle, il y avait du monde, c'était très touchant, l'ambiance était très touchante. J'espère que vous me ferez chanter moi aussi bientôt. Alors, nous allons commencer avec ce livre, La question des ovnis en Afrique centrale. Je vais lire la première partie de la quatrième de couverture et introduire la première question tout de suite. Voilà. Dans ma région natale, j'ai vu une sphère orange silencieuse. De la sphère est sortie une sorte d'engin comme une assiette plate. Je ne comprenais pas. Puis l'engin est monté plus haut et est rentré dans une sorte de sphère géante, qui a disparu aussitôt. Je travaillais pour une société pétrolière à Port-Gentil. Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon, pays d'Afrique centrale, pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais que des gens ont vu des lumières étranges au-dessus des plateformes pétrolières. Il faut être conscient que OVNI et aliens, pour nous, c'est de la science-fiction. Et peut-être que notre spiritualité manque de hauteur pour analyser ça. Il y a une vieille légende Miéné. Miéné, c'est une langue du Gabon, langue pionnière de Libreville. Hein. On va dire ça comme ça, autochtone. Non, parce qu'à Libreville, c'est le Pongwe. Le Pongwe. C'est le Miéné, mais de la ville. De la ville, très bien. Donc, Miéné, c'est une langue... C'est une des langues du Gabon. Oui. Du Gabon. Il faut dire que Yann Alexander est moitié Miéné. On va dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas vexé, non? Non. Bien, très bien. On va poursuivre, oui. Il ne faut pas t'enlever. Ton côté Maine-et-Loire. Hein? Je pense qu'il se voit trop, donc c'est bon, ça va. Donc, voilà. Donc, je reprends. Il y a une vieille légende de Miéné, celle de l'homme qui était parti avec un oiseau de fer. Ce qui paraît étrange, bizarre, même effrayant, personne ne va en parler. Il ne faut pas dire des choses, sinon ça porte malheur. Yann Alexander, qu'est-ce que c'est qu'un ovni et un alien? C'est quoi déjà? Un ovni en Afrique francophone, les gens vont souvent utiliser encore maintenant le terme de soucoupe volante. Je crois que le terme, par exemple, en Occident, on utilise en Occident, y compris en Australie, au Japon, hein, on utilise de plus en plus le terme UAP ou PAN, donc c'est phénomène aérien non identifié. OVNI, bon, ben, c'est objet volant non identifié. En théorie, ça désigne aussi bien un drone chinois ou russe, ça peut être un phénomène naturel inhabituel, de la boule en foudre, ça peut être un vol d'oiseau, un essaim d'oiseau qui a une forme particulière, ça peut être un nuage lenticulaire, des gens peuvent faire des confusions avec ça, ils ont l'impression que c'est un objet volant non identifié, mais en général, dans la psychologie générale, quand on dit objet volant non identifié, c'est assimilé tout de suite à extraterrestre ou alien. Alors alien, c'est un mot, c'est un terme beaucoup plus général. Il faut savoir par exemple que autant alien, nous, on pense souvent aux extraterrestres, mais par exemple aux États-Unis, le mot aliens est utilisé notamment par les républicains pour, dans le cadre des politiques de lutte contre l'immigration illégale, pour désigner les travailleurs mexicains, enfin les immigrants illégaux mexicains. On les appelle aliens.
Mais l'avantage avec ce mot-là, c'est qu'il est très général, et parce que le mot extraterrestre est peut-être trop connoté. Par exemple, en France, il est trop connoté la soupe aux choux, qui est sûrement un bon film, enfin, qui n'est pas à la hauteur de la situation que l'on vit, ou alors il est assimilé genre à E.T. l'extraterrestre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques mois de ça, des journalistes ont posé la question à la porte-parole de la Maison Blanche, qui est afro-américaine, dont j'oublie le nom, et pour savoir un peu comment le gouvernement se positionnait sur cette question. Et elle a pris ça un peu à la légère. Elle a répondu en disant « J'aime beaucoup E.T. l'extraterrestre, mais grosso modo on parle de choses sérieuses et tout ». Apparemment, ça s'est pas bien passé pour elle. On a dû lui taper sur les doigts parce que plusieurs semaines après, on lui a reposé une question sur ce sujet-là et elle a botté en touche. C'est-à-dire qu'elle elle s'est pas moquée parce qu'apparemment sa moquerie est très mal passée. Ça n'a pas plu et il faut savoir que ça commence à se mettre en place en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une très très grosse communauté, ce qu'on appelle UFO community, ou UAP community. UFO qui signifie Unidentified Flying Object. Donc c'est l'équivalent de OVNI. Et donc ce sont des activistes qui ont leur réseau, qui ont leur structure, qui ont leurs organismes, qui ont leur association, et qui pèsent électoralement. Ils pèsent électoralement. C'est toujours ainsi les votes. Et donc, évidemment, ni les démocrates, ni les personne n'ose aller contre. Il y a une partie des démocrates qui essayent d'avoir leur voix, et il y a une partie des républicains qui essayent d'avoir leur voix. Donc il y a quand même une dimension politique, indépendamment des questions de sécurité nationale et tout, il y a une dimension politique, c'est-à-dire en termes électoraux. Il s'est passé quelque chose là cette année en France. Un jeune homme qui s'appelle Léo a profité d'une application mise en place, proposée par le gouvernement actuel, qui est l'application Agora. Et donc cette application est censée être une application citoyenne où un certain nombre de personnes posent une question, et la question qui remonte, qui est en tête de liste, chaque mercredi, aussi bien M. Olivier Véran que quelqu'un d'autre du gouvernement doit répondre à cette question. Alors, ils ont été pris de court au niveau de l'application Agora, parce que cette question-là, comment le gouvernement français se positionne sur cette question-là par rapport à ses homologues américains, sur la question des ovnis, je simplifie la question, mais elle est arrivée en tête de liste. Loin devant les questions d'immigration, loin devant les questions du réchauffement climatique, loin devant toutes ces questions, elle est arrivée en tête de liste. Alors Olivier Véran a été embêté, et il a dit à Libération que le lobby OVNI est un peu suractif. Ce à quoi ils ont répondu Léo, entre autres, que heureusement, oui, il était suractif parce que c'était une nécessité à l'heure actuelle. Mais du coup, comme la question était en tête de liste, il fallait répondre. Alors on ne sait pas pourquoi, c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie, qui a répondu. Et il y a cette image de Roland Lescure qui descend du tarmac, qui descend dans l'hélicoptère et qui répond à cette question, complètement à côté de la plaque. Et en disant qu'en France, nous ne sommes pas en retard, que nous avons le GEPAN. Le GEPAN, c'est l'organisme qui s'occupe des OVNI. Qui est censé s'occuper des OVNI en France. Enfin, il y a beaucoup de critiques sur le GEPAN qui sont faites. Et donc, du coup, et puis il en profite dans son discours pour évoquer les personnes alcoolos qui voient des ovnis. Donc il ressent encore la vieille rengaine. Eh bien, curieusement, c'est tellement mal passé dans une partie de l'opinion publique à ce moment-là que le cabinet de Roland Lescure a dû rétro-pédaler auprès du magazine Le Parisien pour dire que voilà, effectivement, Roland Lescure était un peu à côté de la plaque. Est-ce que je peux répondre à M. Roland Lescure? Monsieur Lescure, merci de nous apprendre que Ronald Reagan, président des États-Unis en 1987, était un soulard. Car il en a parlé en 1987. Il en a parlé devant l'ONU. Président des États-Unis parlait des ovnis en 1987. Il en a parlé devant l'ONU. Monsieur Lescure, s'il vous plaît. Donc nous avons un président soulard aux États-Unis. Ça, c'est terrible, ça. C'est peut-être pour ça qu'il est allé bombarder. Nous avons du gouvernement. Le palais de Kadhafi, alors que Kadhafi n'était pas là. Je pense que oui, il avait peut-être lu. Bon, monsieur le ministre, il fait que mon job, pas fâché. Donc, je sens qu'on va se faire des ennemis après la diffusion. Non, mais écoute, moi je leur ai dit, j'ai juste appris que Ronald Reagan buvait, donc il fallait monsieur Lescure, comment faire.
Bon, allez. Gaël Lombard. Gaël Lombard a fait, c'est vraiment quelqu'un qui... Gaël, vous aussi, vous êtes peut-être un soulard. Mon Dieu, non. Parce qu'il parle d'OVNI. Bah, nous aussi, d'ailleurs. Oui, nous aussi. Ouais, c'est l'argent pour laquelle nous vivons en couple. Je suis l'escuve. Ah, Ronan l'escuve. Il va légiste. J'adore mon pays. Oh là là. Nous avons de très bons gouvernants. Bon, il faut qu'on devienne sérieux. Bon, oh, pitié, mon Dieu. Bon. Non, oui. D'accord. Alors, la question qui est posée étant la 4e de couverture de ton livre, la première question c'est comment appréhender la thématique OVNI en Afrique francophone? Comment appréhender ça? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, mon seul angle d'approche pour le moment que j'ai choisi, c'est d'accueillir la parole. Parce que justement on parlait de Gaël Lombard, donc Gaël Lombard a interviewé en juin dernier David Grusch. David Grusch, tout à fait, son nom revient tout le temps aux États-Unis. Oui, je dirais que le cas de David Grusch est un peu le coup de pied dans la fourmilière qui accélère les choses. Bon, David Grusch est un ancien vétéran qui a servi l'armée états-unienne en Afghanistan. J'ai noté ici ancien officier du renseignement de l'armée de l'air, représentant du National Renaissance Office auprès du Task Force aérien non identifié aux États-Unis. Tout à fait. Et donc il a fait une déclaration sous serment au Congrès. C'était en juillet 2023. Tout à fait. C'était vraiment, il y avait énormément de monde. Et pour expliquer que les États-Unis détenaient donc du matériel, on emploie maintenant l'expression exogène. Parce qu'extraterrestre est un peu cliché, mais du matériel exogène. Avec peut-être des corps. Donc ça fait vraiment sensation ce qu'il a dit, et puis en plus ça venait de quelqu'un qui n'est pas un rigolo de service. Non, alors, du tout. Évidemment, en face, les sceptiques ont dit oui, mais on peut tout à fait être en général et dire des bêtises. Oui, c'est tout à fait possible. Tout est possible, vu comme ça, mais c'est vrai que c'était tellement énorme que ça a un peu surpris l'opinion publique, mais en même temps, il avait des arguments en sa faveur, et Gaël Lombard a été l'un des premiers journalistes, et le premier dans l'espace francophone, à lui accorder une interview, et avec la couverture de David Grusch sur Le Parisien, et quand le journal est sorti, ça a été, je crois savoir que ça s'est très très bien vendu, comme quoi il y a une opinion publique qui est sensible à ces sujets. Et donc, moi il s'avère que je travaillais depuis plusieurs mois sur des séries d'entretiens, parce que, notamment, après une discussion avec la chanteuse Titane Zebi. Titane Zebi, que nous saluons, chanteuse gabonaise. Tout à fait. Ouais. Et elle connaissait mon intérêt pour ce sujet, pour des raisons personnelles, et elle me dit, mais est-ce que finalement, ce qu'on appelle alien ici, c'est pas fantôme au Gabon? Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'essayer de faire ce qu'on appelle un état des lieux. Donc, ce bouquin n'a pas vocation à être une enquête. C'est pas, par exemple, genre que des Gabonais ont vu un ovni dans tel endroit, et moi j'enquête pour savoir ce qu'ils ont vu. C'est pas l'objet de l'ouvrage. L'ouvrage, c'est comment des Gabonais, des Congolais, se positionnent sur ce sujet. Il y a des universitaires qui sont interviewés, il y a des artistes, il y a des messieurs et des madames tout le monde qui sont interviewés. Et surtout de gens qui ont vu des choses aussi. Il y a des gens qui n'ont rien vu mais qui ont une réflexion sur ce sujet. Et puis il y a des gens qui ont vu des choses également. Et l'intérêt, c'était de recueillir leurs paroles et comment ils se positionnent par rapport aux Occidentaux. Parce que c'est un sujet qui appartient à tout le monde. À tout le monde, tout à fait. C'est de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Nous n'avons pas de consensus clair et net sur d'où nous venons. Qui nous sommes, nous n'avons pas non plus un consensus clair, nous ne savons pas. Il faut se référer au discours de Bill Nelson, le responsable de la NASA, qui avait dit fin 2021, fin 2022, peut-être fin 2021 même, qui avait justement dit dans un discours qui nous a mis là. Ah, qui nous a mis là. Entre autres, et c'était assez puissant parce que ça venait du directeur de la NASA qui sort ça. La NASA elle-même a fait une conférence de 3 heures la semaine précédant l'affaire Grusch. Oui, l'affaire Grusch. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Et
quel est le rôle des Africains justement dans cet échiquier mondial? C'est surtout comment ils perçoivent. Et comment ils perçoivent. Voilà, c'est ça qui est important. Comment ils perçoivent. Comment ils se Ceux positionnent. que tu as interviewés, comment perçoivent-ils? Comment ils perçoivent les choses, oui. Et on s'aperçoit vraiment que... On s'aperçoit du poids des tabous, vraiment, dans nos sociétés africaines, contemporaines, que les tabous sont toujours là. Alors on savait qu'il y a beaucoup de tabous dans nos sociétés africaines, on le sait sur tout un tas de sujets, mais sur ce sujet-là, c'est très intéressant. Il y a vraiment une volonté de ne rien dire chez beaucoup de gens. Il ne faut pas dire. Et on s'aperçoit finalement que ce qui se passe, par exemple, au Gabon ou au Congo, le tabou est le même qu'en France, mais pour des raisons opposées. C'est-à-dire qu'en France... C'est-à-dire? Alors, en France, il y avait l'esprit cartésien, c'est-à-dire qui disait « non, on ne parle pas de ça, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, on ne peut pas circuler, il n'y a rien à voir, un objet ne peut pas voyager plus vite que la lumière, etc. etc. » Bon, ça c'était... L'esprit cartésien. Enfin, une certaine vision du cartésianisme, parce que je ne suis même pas sûr que le véritable cartésianisme c'est ça, mais une certaine vision. Et puis au Gabon, au Congo, on s'aperçoit que c'est pas ça qui joue, sauf peut-être pour des élites qui ont été formées à la française, mais c'est pas ça qui joue. Au Gabon, au Congo, ils ne disent pas que ça n'existe pas. Ils disent pas ça du tout. Que disent-ils? Ils disent il ne faut pas en parler, c'est pas pareil. Ça existe, mais il ne faut pas en parler. Parce que ça apporte la poisse, parce que ça apporte des ennuis. C'est ce que tu as dit, si ça apporte malheur. Ça apporte malheur. Alors, pour faire un peu écho à ce que disent certaines personnes, il y a ce qu'on appelle l'effet hitchhiker. L'effet hitchhiker, c'est quand des gens dans un endroit donné voient un ovni, éventuellement on voit les occupants. Donc c'est dans un endroit donné, ils vont rentrer chez eux le soir, par exemple, et le soir, ils vont avoir des visites dans leur chambre. Ça, c'est l'effet hitchhiker. C'est-à-dire que ce qui a été vu dans un endroit A s'est déplacé pour aller dans un endroit B. Et ils ont cette impression-là où ça s'est renversé? Ça, c'est toujours la question. C'est une impression, non? Pas forcément. Quand, effectivement, il y a eu un bouquin qui a été consacré au fameux Skinwalker Ranch, qui a été étudié pendant plusieurs années par des scientifiques, parce qu'il se passait des choses très étranges là-bas, dans le nord des États-Unis, et certains scientifiques ne voulaient plus avoir affaire avec le Skinwalker Ranch, parce que quand ils avaient travaillé là-bas et qu'ils retournaient chez eux, ils avaient des phénomènes paranormaux chez eux, voire des ombres dans la chambre, des entités, et ils étaient assez gênés, parce que pour eux, ils voulaient faire la part des choses, et c'était assez effrayant. Et en Afrique, est-ce qu'on n'assimile pas ce genre de phénomène à de la sorcellerie, tout simplement? Je pense que oui. Alors, il ne faut pas faire de généralité, mais je pense que souvent, oui. Généralement, quand même. Je pense que oui. Je pense que oui. Ce qu'on montre là dans l'ouvrage, effectivement, les gens évoquent souvent le poids des sociétés secrètes, la notion de tabou, il ne faut pas en parler parce que ça porte la poisse. Si on fait un vœu, on le garde pour soi. Bon, ça, à la limite, si aussi on garde son vœu pour soi, donc c'est peut-être pas le plus distinctif. Il y a une question qui me taraude de l'esprit. Permets-moi de te couper, Yann. Je connais le Gabon. Je suis même un peu gabonais. C'est le deuxième pays où j'ai le plus vécu. Bolo. Bolani. Tu vois, maman, je salue tous ceux qui me regardent de Libreville, nous regardent de Libreville, de Lambaréné, de Port-Gentil. Nous savons que le phénomène ou bien la tradition d'initiation au Gabon est très, très prisée et occupe une place centrale dans la vie de l'homme gabonais. Ça doit être la même chose en Guinée équatoriale, au Cameroun ou même au nord du Congo. Il se dit que ceux qui se sont fait initier ont 4 yeux, donc voient un peu plus au-delà de nous. Est-ce que cette initiation ne leur permet pas d'accéder à ce que tu décris ici, des ovnis tout simplement? C'est tout à fait possible, c'est ce que dit d'ailleurs l'un des témoins, enfin l'une des personnes interrogées qui évoque sa grand-mère qui était une Ganga. Ganga, oui, Ganga c'est tradipraticien en fait. Tradipraticienne. Et il disait, il était sûr qu'elle savait des choses là-dessus et qu'elle avait vu des choses. Et lui-même, alors il n'en parle pas dans l'entretien, mais je sais que lui-même il a fait une cérémonie d'initiation, du passage
pour être un homme accompli, ça se fait... moi, je n'ai pas fait la cérémonie d'initiation. D'accord. Bon. T'es en retard, toi. Mais il me disait qu'effectivement, on voyait des choses dans le ciel, on accédait à d'autres réalités. Alors après, bon, c'est toujours la même histoire. Comment accède-t-on à d'autres réalités? Si on les accède par des moyens végétaux, hein, comme l'ayahuasca au Pérou ou l'iboga au Gabon, quelqu'un qui est très sceptique ou rationaliste peut toujours dire que c'est un effet pervers de la plante qui modifie, c'est ce qu'on appelle les plantes hallucinogènes. Maintenant, peut-être qu'il faut se placer d'un autre point de vue et que peut-être ce sont des plantes qui permettent véritablement d'accéder à deux dimensions. Bon, ça, c'est encore compliqué, je me risquerai pas à aller dans... Bon, je vais trahir un petit secret. En 2000, j'avais commencé l'initiation au PK7 à Libreville, mais je me suis arrêté à l'Iboga qui m'a saoulé 5 jours. J'étais... donc j'ai arrêté en cours de route. J'aurais dû aller jusqu'au bout pour voir ce qu'on décrit ici. Alors, tu as donc interrogé des personnes du Gabon, du Congo et de RDC. Et donc Congo-Brazzaville et Congo-République des... Beaucoup plus du Gabon, parce que c'était très compliqué, et pourtant je connais des Congolais, mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec les Camerounais, par exemple. De très grosses difficultés avec les Camerounais. Pourquoi? Eh bien, je ne me l'explique pas, j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant, il s'avère qu'au colloque à la Sorbonne, j'ai discuté avec un responsable d'une organisation qui s'appelle le MUFON, Jean-François, dont la femme est camerounaise. Et il me disait, c'est quelque chose qui l'intriguait particulièrement au Cameroun, c'est comme s'il ne se passait rien. Il y a un non-dit là-dessus, et pourtant il essaie de creuser le sujet. Et je me suis dit, bah tiens, donc ça fait écho, j'ai une Camerounaise, qui peut-être, le témoignage sera dans un prochain ouvrage, qui a vécu des choses en France. J'ai une Camerounaise, mais sinon, j'ai l'impression vraiment que c'est de l'ordre de l'impensé. J'ai une amie gabonaise qui m'a fait cette explication. Elle m'a dit que la colonisation au Cameroun avait été particulièrement violente et avait coupé une partie des Camerounais de tout un tas de savoir et de conscience de certaines choses autour d'eux, de conscience d'une certaine réalité. Ça avait eu un effet sur la perception de leur réalité. Elle m'a donné cette explication-là. C'est vrai. Voilà, à voir. Les seuls qui ont vraiment gardé leur tradition intacte sont à l'ouest du Cameroun et au nord. Je ne vais pas me faire des amis en disant cela, mais c'est une vérité. Il y a des phénomènes paranormaux qui se passent au Cameroun et qu'on n'explique pas. Je suis un rescapé du phénomène du jeudi 16 août 1984 au bord du fleuve Noun, à l'ouest du Cameroun. Dans ce phénomène paranormal, il y a eu beaucoup de morts. J'ai vu des morts. Je suis un rescapé, j'aurais pu mourir. Une preuve. Allez sur Google, tapez l'abbé Kwayep, mort le 16 août 1984 à Fumbote, au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais encore compris, on ne m'a pas encore expliqué ce qui s'était passé ce jour pour qu'il y ait tant de morts dans le village. Je suis un rescapé, j'étais gamin bébé, ça courait dans tous les sens. Donc je n'ai toujours pas compris, peut-être vous m'aiderez à comprendre. Et lorsque j'ai eu 12 ans, un jour je suis allé épuiser de l'eau à la Bonne Fontaine. Je fais ce témoignage afin que tu regardes. Je suis allé épuiser de l'eau à la Bonne Fontaine, au carrefour Fanta Citron, qui est en Bokada, au quartier à Yaoundé. Cette Bonne Fontaine était à 100 mètres de la maison où vivait le célèbre footballeur Samuel Eto'o, car nous grandîmes ensemble. Et je vis arriver en face de moi quelque chose que je n'expliquais pas. Et je me mis à courir de toutes mes forces. Est-ce que les autres avaient couru autour de moi? Je n'en sais rien. J'ai essayé de me sauver, je suis arrivé chez moi. Mon papa, qui était d'ordinaire, pas à la maison le samedi, il était là ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Il m'a pris dans ses bras. Il a essayé de me rassurer, mais j'étais très perturbé. Et les jours qui suivirent, ma tante, la grande sœur de maman, feu maman Anne, m'amena voir une praticienne à la briqueterie. Donc, j'ai grandi jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris ces deux phénomènes que j'ai vécu dans mon enfance et qui m'ont fortement perturbé. C'est l'unique fois où j'ai vraiment été fainéant à l'école l'année qui suivait, parce que je comprenais, j'étais très perturbé.
Est-ce que c'est des phénomènes comme ceux que tu décris ici? J'en sais rien. Donc, le tabou au Cameroun, oui, la colonisation a fait en sorte que le Cameroun parle très peu. C'est ce qu'on appelle chez les Bamileke le lorcho, c'est-à-dire ferme ta bouche. C'est devenu carrément une philosophie, ferme ta bouche. Voilà, il serait bien qu'on parle, on ne sait jamais, j'ai parlé aujourd'hui. C'est ce que j'ai vécu. L'intérêt de parler, c'est aussi... il ne s'agit pas de parler pour parler, c'est que l'intérêt de parler, d'abord, c'est de comprendre que sur ces questions-là, le continent africain, et comme les autres continents, il est concerné par cette question-là. Nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous vivons des choses et nous vivons aussi dans cette réalité qui est beaucoup plus complexe et folle que la réalité quotidienne habituelle. Notre réalité quotidienne, c'est une forme de consensus. Mais là, ce que ça réveille, c'est que la réalité dans laquelle on est encore plus dingue, encore plus folle, peut-être au-delà même de ce qu'on pouvait penser. Et bon, une partie de la science, d'ailleurs, l'évoque. Alors, on parle toujours de la science de la physique quantique, mais pas que. Mais c'est vrai que comme j'ai dit dans l'introduction, les Africains ne peuvent pas être spectateurs de ce qui se passe. Dans le monde, en effet. Dans le monde. Surtout lorsqu'ils vivent sur le continent le plus grand. En plus, ils vivent sur le continent le plus grand, ils ne peuvent pas être spectateurs de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas se contenter d'accepter. On ne sait pas ce que vont faire les États-Unis, on ne sait pas ce que vont faire l'Union européenne. Peut-être qu'il ne se passera rien dans les 3-4 ans qui viennent, peut-être qu'il ne se passera rien du tout. Peut-être que ce sera encore circulé, il n'y a rien à voir et chacun va à ses occupations. C'est pas sûr, je dis peut-être, mais enfin, le contexte actuel est vraiment propice à quelque chose dont on ne sait pas, mais quelque chose est en train de se passer. Pourquoi maintenant des sénateurs aux États-Unis veulent faire voter veulent faire approuver par Joe Biden, le président, un amendement dans lequel la notion d'intelligence non humaine est citée 22 fois. Pourquoi c'est maintenant que beaucoup de gens parlent? Il y a une raison. Il y a des raisons, peut-être pas qu'une raison. Il y a des raisons. Que le Congrès américain ait tant d'engouement pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est le comportement de la Russie et de la Chine dans l'histoire. Parce que on va en parler, c'est prévu. Voilà. C'est prévu. Je vais vous lire quelques témoignages d'Africains et vous allez comprendre à quel point les Africains sont éloignés de la question. Je prends ici deux phrases. Personnellement, je pensais que les ovnis n'étaient que le produit de metteurs en scène hollywoodiens. Mais si on creuse davantage, qui sait? Mes amis pensent que les ovnis, ça n'existe pas. Par contre, les fantômes, oui. Ça, c'est Charles de Douala qui dit cela. Douala au Cameroun. On va aller en dessous. Ça fait flipper ça quand même. Hein. On va aller en dessous. Là, c'est Pierre qui parle du Bénin. Je dois admettre que la question des ovnis, c'est en Europe que je me suis familiarisé avec cette question en toute franchise. Au Bénin, j'ai lu sur les ovnis sans plus m'intéresser. Cela ne m'a pas du tout interpellé. Je ne pense pas que ce soit dans la culture du Béninois de parler des ovnis. Pardon, Terry. Je peux me tromper, mais je pense plutôt que c'est de la culture du Béninois de parler de la sorcellerie. Ceci corrobore à ce qu'on a dit jusqu'ici. Il poursuit. Je crois que tout ça, on le ramène à la sorcellerie, au vaudou. La question d'OVNI n'est pas du tout familière. J'ai commencé à lire véritablement après avoir suivi un documentaire sur la chaîne Arte en 2015 ou 2016. Ça m'avait vraiment fait peur. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la question d'OVNI, ce qu'il en était, comment, pourquoi, sinon au Bénin, pas du tout. Je ne connais pas un Béninois qui m'en ait parlé. Cela n'a jamais été l'objet d'un débat avec les Béninois les plus intellectuels que je connaisse. Voilà, on a pris... Oui, je t'en prie, vas-y. Oui,
je ne suis pas venu là pour cela, mais c'est votre débat. Tu as eu l'opinion, donc. Votre débat m'intéresse beaucoup. Et il me souvient que quand j'étais petit, j'avais ma mère qui habitait dans la banlieue du village, disons, puisque sa maison était quand même un peu éloignée de 800 mètres à 800 mètres du village. Et je ne vivais pas avec elle, je vivais avec sa sœur, je vivais avec ma tante au village. Et j'avais 12-13 ans. Et une fois que je suis resté tard chez ma mère, donc je la quitte pour descendre au village. Et à hauteur du terrain de football, du champ où on jouait au foot, il me semble avoir vu une personne enveloppée de drap blanc qui tantôt s'envolait comme quelqu'un qui nage dans la mer et tantôt atterrissait pour marcher. Et je me suis arrêté 30 secondes, ça, j'ai pris peur, j'ai couru à la vitesse de l'éclair vers la maison de ma mère, quoi. Et quand j'arrive, évidemment, personne ne me croit. Et donc je refuse de reprendre le chemin. Et c'est ma mère qui me raccompagne jusqu'au village. Donc là, évidemment, on n'a rien vu à ce moment-là. Et pourquoi je raconte cette anecdote? C'est parce qu'après, je ne m'en suis plus jamais souvenu. Je l'ai complètement oublié, complètement enfoui en moi-même, jusqu'au jour où je lis un journal local à Marseille, parce que je suis arrivé à Marseille, je suis encore adolescent, et où des gens demandaient à des gens qui ont vu des objets volants non identifiés de les appeler pour raconter, pour témoigner. D'accord. Et comme par extraordinaire, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, m'est revenu, or que je n'y avais jamais pensé jusqu'à là. Je me suis dit, ah, et si j'appelais pour leur raconter ça, est-ce que ça peut être pris pour quelque chose comme un objet volant non identifié? Et ben non, parce que dès que j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai senti que les gens qui étaient au bout de fil se moquaient un peu de mon histoire. Et là, j'ai compris que peut-être eux, les ovnis, pour eux, il faut que ça soit vraiment volant, quoi. Hein, donc mon histoire n'avait rien à voir de ces choses-là. Et puis voilà. Donc, pourtant. Yann, je vais revenir. Merci pour ton témoignage. Hein. C'est très important ça. Tu aurais dû l'interroger? Oui. C'est ça dans le prochain, je crois. Ça dépend du succès du premier. Pour le moment, il se vend tous les jours. Est-ce que c'est une tendance pérenne? On va voir, je ne sais pas. Yann, on sait qu'il y a des crashs des ovnis sur la Terre. Oui. Aujourd'hui, c'est avéré. Ah, c'est avéré. On va partir du principe que oui, c'est avéré. C'est avéré. Les pilotes américains voyaient des soucoupes volantes en vol, avaient peur de le dire, de peur qu'on les prenne pour des fous et qu'on leur retire leur licence. Ils ont fait des témoignages. Désormais, une loi leur impose de dire ce qu'ils voient dans les airs aux États-Unis. Oui. D'accord? L'armée américaine, dans l'armée américaine, des gens voyaient sur le terrain des choses qu'ils n'expliquaient pas, de peur qu'on les prenne pour des fous. Et comme l'armée est très stricte, ils disaient rien. Aujourd'hui, ils ont obligation d'expliquer cela. Il faut que jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. Parce que voilà. Il y a des supérieurs qui peuvent toujours s'opposer à ce que les pilotes témoignent. Tout à fait. Il y a de la pression qui est faite. Il y a la pression qui est faite. Il y a toujours des moyens de contourner une. Alors, donc, on sait qu'il y a souvent des crashs sur la Terre. Dis-moi, Yann, est-ce que ces crashs d'ovnis sur la Terre constituent une menace existentielle pour l'humain? Si on part du principe que ça existe depuis des siècles dans notre humanité, ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que ça a remis en cause notre humanité? Nous sommes là, non? Est-ce que ça a remis en cause nos sociétés? Mais il y a d'autres qui ne sont plus là. Bon. Prends-nous l'exemple de ce village au nord de Dakar. Est-ce que tu veux nous en dire petit? Ce village, il a été effectivement, je crois que c'était le 17 août 1980, ça va être l'objet d'une émission sur la chaîne UAP Afrique, c'était à Baridiam, qui a été effectivement détruit par un objet donc en 1980.
Mais il n'y a pas eu de mort là, dans ce village-là. Il a été détruit, mais il n'y a pas eu de mort. Là, on a détruit juste les bâtisses. C'est les bâtisses et les réserves agricoles qui ont été détruites. Quelques années auparavant, il y a eu la même chose qui s'est passée en Érythrée. En Érythrée, en effet. En 1970. Et par contre, effectivement, il y a ce cas qui mérite d'être approfondi. C'est très compliqué parce qu'on a très peu d'archives. On travaille sur... Là, il faut bien comprendre que pour le continent africain, en dehors de l'Afrique du Sud, où il y a un peu plus de choses, l'Afrique australe, mais par exemple... Oui, mais même de l'Est, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, là, ça concerne le Kenya, avec effectivement un village au Kenya, où tous les habitants ont été tués. Alors là, par contre, le village n'a pas été détruit matériellement. Le matériel n'a pas été détruit, mais tous les habitants... Un peu comme ce que j'ai vécu à Fumbout. Ils ont été tués. Ils ont été tués voilà. Maintenant, il faut toujours... c'est compliqué. La plus grosse menace actuellement qui pèse dans une grande partie de l'Afrique, c'est la sécheresse, avec les conflits qui en découlent. Les conflits eux-mêmes pour des raisons ethniques. Ça, il y en a pour raisons ethniques, il y en a peu. Hein. Des conflits pour des raisons d'exploitation du coltan, c'est les plus grands conflits sur le continent africain. Voilà, mais après, des fois, les raisons ethniques viennent se superposer dessus pour la poudre pour l'opinion internationale. Ce qui est susceptible de faire des milliers ou des millions de morts, actuellement, objectivement, sur le continent africain, c'est pas les ovnis. Mais, et c'est là, il y a deux choses. La première, c'est s'il y a une telle convergence actuellement de la part des sénateurs et d'hommes et de femmes politiques des deux partis, il faut bien comprendre, des deux partis, ils ne s'entendent sur rien, ils ne s'entendent pas sur l'économie, ils ne s'entendent pas sur l'avortement, ils ne s'entendent pas sur les droits sociétaux, ils ne s'entendent sur rien, sauf là-dessus. Ils s'entendent là-dessus. Peut-être qu'ils ont effectivement eu des briefings, peut-être qu'ils sont au courant de quelque chose et qu'il y a une pédagogie à faire vis-à-vis de l'opinion publique pour éviter une forme de panique. Donc ils savent peut-être des choses. Et malheureusement, pour ce qui est des pays africains, même les plus grosses puissances, peut-être exception faite de puissances comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud ou le Nigeria, mais pour des puissances, pour des pays comme le Congo, le Gabon ou la Côte d'Ivoire, malheureusement, ils risquent d'être encore dépendants en termes de savoir et d'information des anciens colonisateurs. Il faut le dire. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Donc, toutes les nations ne sont pas égales sur ce sujet. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il y avait ce genre de problématique, parlons des crashs par exemple. Si un crash avait eu lieu en Afrique australe, même une grosse puissance comme l'Afrique du Sud aurait refilé la patate chaude aux États-Unis. C'est les États-Unis qui, dans le monde entier, collectaient. Quand c'était pas la Russie, quand c'était pas la Chine. Et la Russie et la Chine, je parle bien des gouvernements russes et chinois, sont plutôt taiseux sur ce qui se passe aux États-Unis, où ils relaient de façon neutre ce que disent aux États-Unis parce qu'ils savent ce qui se passe. Ce sont les médias russes, eux, qui n'ont pas forcément la même approche et qui vont encore nous pondre que les États-Unis sont dans la désinformation, etc. La Chine est un peu mécontente contre les États-Unis parce qu'elle voudrait avoir la primauté de ce sujet devant l'opinion publique, mais ça reste les trois grosses puissances du monde actuellement. La guerre n'est pas qu'économique. Hein. C'est du savoir. Il faut dire que sur ce sujet-là, il y a 3 années, les États-Unis lançaient une collecte de big data dans le monde entier et les Russes se sont moqués d'eux en disant vous êtes très en retard. Nous, ça fait 70 ans que nous collectons les données, vous êtes très en retard. Exactement. Mais ça pose question. Alors, maintenant, il faudrait voir les choses autrement. Puisque maintenant, on a certaines personnes qui... alors là, c'est vraiment, il faut rentrer vraiment dans les... Ce sont ce qu'on appelle des ufologues. Les ufologues. Donc, il faut dire, pour que celui qui ne comprend pas au Gabon, au Cameroun, sache ce que c'est qu'un ufologue. Quelqu'un qui étudie la question des ovnis. La question des ovnis. Même s'il est modeste, lui, pour moi, c'est un ufologue. Je ne le suis pas. C'est grâce à lui que je m'intéresse à la chose que je comprends. Je ne le suis pas, merci, mais je ne le suis pas. Tu ne l'es tellement pas que tu nous as répondu.
ce magnifique livre... L'ufologue mène une enquête. L'ufologue mène une enquête. Moi, je n'ai pas mené d'enquête. L'ufologue mène une enquête. J'ai fait des témoignages. Il est disponible sur Amazon et sur Amazon. Dans le titre, La question des ovnis en Afrique centrale de Yann Alexander. Son Yann s'écrit J-A-2-N. Alexander avec H au début. J'ai bien dit les choses? Bravo. Donc, vous trouvez ça sur Amazon ou dans les librairies de France de Navarre? Non. Pas encore? Non, Amazon n'est pas sur l'histoire. Oui, pour le moment. Tu aimes bien Jeff Bezos, toi, hein? Même pas, mais... je ne connais pas. Combien? Je ne connais pas ce monsieur. Mais je parlais justement, donc, il y a une catégorie d'ufologues chevronnés qui explique que donc, ce phénomène a souvent une interaction avec la personne qui l'observe. Il y a une forme de lien télépathique qui s'opère souvent. C'est ce que disent aussi certains, ce qu'on appelle personnes expérienceurs ou abductés. Donc abductés, ce sont des gens qui ont vu, ont eu des visites d'aliens, aussi bien dans leur chambre. Alors quand c'était dans les chambres, on a dit que c'était de la paralysie du sommeil, aussi bien sur la route quand ils roulent en voiture, aussi bien quand ils se baladent dans une forêt, et il leur arrive de voir des choses et d'avoir un lien télépathique avec des occupants. Et donc, il y a cette idée que peut-être nous n'avons pas notre libre arbitre et qu'il y a peut-être des choses, des entités qui nous utilisent comme des marionnettes et nous font croire que nous avons notre libre arbitre, ce qui a fait dire à certains que peut-être que les guerres que nous faisons, tout ça c'est une sorte de, pas de simulation, mais de jeu. Alors attention, ça n'engage que ceux qui le disent, mais il faut prendre ça en compte parce que ça fait écho aussi à la réalité n'est pas ce que l'on croit, la réalité n'est pas forcément ce que l'on voit. Et effectivement, à partir du moment où il y a des concepts comme ça qui émergent dans le grand public, ça peut faire paniquer beaucoup de gens et ça peut faire vriller les esprits. Comme quoi, méfiez-vous de ce que l'œil voit, car ce que l'œil voit n'est parfois que le reflet de la réalité et jamais la réalité. Bon, alors j'ai évoqué Ronald Reagan qui, devant l'Assemblée des Nations Unies en 1987, évoquait déjà la question des ovnis. Donc, nous sommes en 2023, cela fait donc 36 ans. Bien. Alors, l'armée américaine, j'ai évoqué ce qui se fait aujourd'hui par l'armée américaine, j'ai évoqué ce que les Russes font. Et surtout, il y a quelqu'un aux États-Unis dont le nom revient à chaque fois. En juillet dernier, son nom, David Grunge, était lié avec celui d'un autre, David Fever. Devant le Congrès américain, on attendait, mais on a l'impression que la montagne a accouché d'une souris. Quel est ton avis là-dessus? Je ne pense pas que la montagne a accouché d'une souris parce qu'il y a quand même une forme de déflagration médiatique dans le monde. Moi je me souviens, on en a discuté sur UAP Check News, souvent il y avait des gens un peu goguenards qui disaient, par exemple pour la France, oh, le sujet des ovnis c'est les marronniers. Ces gens, on en parle l'été, comme on parle de comment vous allez bronzer et tout. Et c'est vrai que souvent, c'est comme s'il y avait une actualité moindre l'été, et là on en profite pour faire des hors-séries sur les ovnis, le paranormal et tout. Sauf que là on n'est plus dans les marronniers, on est le 2 décembre et il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une actualité là-dessus. Ce qui commence à poser question et ce qui oblige certains médias à en parler à défaut d'approuver. Par exemple, si on prend Marianne, le magazine Marianne. Si tu veux faire la pub, tu vas me filer un chèque? Non. Je peux lancer un appel, s'il te plaît? Oui. En 2001, il y avait une journaliste de Marianne qui s'appelait Catherine Durand. Je la cherche, donc si vous la connaissez, merci de me faire son contact. Wanted. Voilà. Et donc Marianne, ou alors on peut citer Le Monde diplomatique, ont été obligés de parler de ce sujet parce que ce sujet il est de plus en plus prégnant et que la presse papier va mal et que la presse papier doit vendre. Il y a ça qui joue. Donc c'est la poursuite au lucre. Alors oui, mais malgré tout, on voit bien qu'ils ne savent pas sur quel pied danser parce que par exemple Le Monde diplomatique a fait appel à Dominique Pinsol, un historien, pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, et il en est encore à, c'est de la désinformation américaine, c'est une perte de temps. On va dire que alors, les médias de gauche, vraiment gauche ou extrême gauche, ont une vision, c'est un héritage marxiste du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont une vision très scientiste des choses, très matérialiste des choses. Et ça ne rentre pas dans leur logiciel de pensée. Donc si les États-Unis disent
que même si Joe Biden demain venait et disait nous avons des corps, et combien même il montrerait des photos, ça ne changerait peut-être pas forcément. Ils ont souvent montré des photos, hein. Non. Pour l'Irak, ils ont montré des photos. Je suis d'accord. Alors c'est ça. Qui les croirait encore? C'est pour ça, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a une partie de la presse, y compris la presse de gauche, qui est prête à sortir l'artillerie contre ce sujet-là et qui a déjà décrété que c'est de la désinformation. Encore une fois, j'ai presque envie de dire c'est de bonne guerre, puisque les États-Unis ont menti sur beaucoup de choses, de conflits, pour justifier les conflits. Ils font que cela. Donc, finalement, il faut. Mais là, l'ennui, c'est que ça ne concerne pas la relation entre un pays et un pays. Ça ne concerne pas un conflit, ça ne concerne pas une envie de prendre du pétrole. Ça concerne la question de l'humanité. De l'humanité, mais c'est bon. ça. Et surtout que ce sujet n'est pas... C'est les États-Unis qui ont une longueur d'avance, effectivement. Du moins, ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Là, les Russes disent avoir une longueur d'avance de 70 ans. Alors, c'est là qu'on en vient. Puisque la Russie et la Chine enquêtent aussi là-dessus, cela montre bien que c'est un sujet qui concerne tout le monde. L'humanité. Donc, Africains, réveillez-vous. Arrêtez de croire à la sorcellerie. Il se dit qu'en Afrique, le poids des religions empêche les Africains de voir cet aspect phénoménal des ovnis. Il y a des histoires très tristes de personnes qui ont vu des ovnis et des occupants éventuellement et qui essayaient d'en parler aux pasteurs de leur quartier et on leur demandait expressément de se taire. Et on leur disait non, non, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Il y avait cette volonté-là de taire la parole. C'est très puissant chez des mouvements évangéliques. C'est, je pense, de tous les mouvements religieux sur le continent africain, c'est probablement parmi les plus hostiles. C'est parmi les plus hostiles à ce sujet-là. Et c'est vrai que, bon, par exemple, en Ouganda, mais au Nigeria aussi, la partie chrétienne du Nigeria, au Congo, ils sont très implantés dans tous les échelons. Partout. Donc, autant ils sont capables plus ou moins d'être pragmatiques sur tout un tas de choses de la vie quotidienne, parce que nécessité faisant, sur un sujet pareil qui les bouscule dans leur agenda religieux, c'est très violent. C'est très violent. C'est très violent. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'adapter à ça, parce que, effectivement, encore une fois, là on est en train de parler de quelque chose, on manque de données vraiment tangibles qui feraient consensus clair, net. On a tous les signaux quasiment au vert, mais il manque encore certaines choses. Je vais revenir sur les États-Unis car c'est difficile chez les téléspectateurs d'interviewer un érudit, hein, parce qu'il te bouffe ton conducteur en 2 minutes. Là, les médias c'était là-bas, le gars me branché sur les médias, donc je vais sur les médias. Je reviendrai sur les États-Unis car c'est très intéressant. La Russie également. Parlons des médias. On se rend compte que Russes, Chinois, leurs médias ont plus de liberté pour parler de ce genre de choses. C'est une liberté contrôlée. Oui, bon, ben quand même. En Europe, on aurait pu aussi avoir une liberté contrôlée. En Europe, il y a seule l'Italie permet à leurs médias d'en dire un peu plus que les autres. Attention au faux procès. Parce que les médias, encore, j'ai parlé des médias tout à l'heure. Il y a plusieurs médias. En France, les médias français par rapport à d'autres médias européens ont quand même fait le boulot. Pour le pire et pour le meilleur, je suis d'accord. Mais ils ont fait le boulot. C'est-à-dire, ils ont fait le boulot vis-à-vis de leur lectorat spécifique. C'est-à-dire que ce sujet-là est en train d'émerger vraiment dans le grand public. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est plus rattaché uniquement à du divertissement ou à du rêve. C'est vrai qu'en France, ce sujet, d'une part, était donc nié et mis sous le tapis par les cartésiens et par ce qu'on appelle les scientistes ou les zététiciens, qui d'ailleurs pensaient que la zététique était la science. Alors que la science va au-delà de la zététique. La science est très intéressante, mais il n'y a pas... la science, c'est plusieurs courants, il n'y a pas une science. Donc, il y avait ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelle les rêveurs. Et les rêveurs étaient tout aussi dangereux, parce que les rêveurs, ils n'avaient pas envie de ça. Les rêveurs dans les médias. Les rêveurs dans l'opinion publique. Non, mais je parle des médias. Oui, mais les médias répondaient à la demande des rêveurs. Quand je dis que ce sujet, pendant longtemps, c'était l'objet des marronniers, c'est parce que qu'est-ce qu'on fait l'été? On se détend,
on se divertit, et on va lire des choses pour rêver un petit peu. C'est ça dont je parle. Donc, les extraterrestres sont arrivés sur la Terre cette nuit, ça fait rêver. Ça fait rêver certaines personnes. Sauf que là, on est dans le need to know. On n'est plus dans le rêve, les chers amis. Bon, comme les médias français ne veulent pas trop en parler, ou en parlerons demain, j'ai un petit peu plus c'était un média français, même s'il parle occasionnellement aux Africains. Et sachez que désormais, avec le concours de Yann, j'espère que Baptiste me donnera un petit coup de main également par ton entremise, nous parlerons des ovnis sur JMTV Plus à chaque fois. Et comme nous manquons cruellement d'argent, s'il vous plaît, voici le lien PayPal. Donnez-nous un peu d'argent pour travailler. Yann, on fait comme ça, non? Tu m'en fileras aussi? Oui. Bien sûr. Devant le lien PayPal, là. Hein? Je suis obligé de dire oui devant les écrans, il me prend dépourvu, donc je vais dire oui pour paraître bien. Il revient donc vers moi, me demander ça, t'es mal barré. Voilà. Donc, revenons maintenant sur les États-Unis. Je sais qu'en janvier 2023 a été créé un organisme qui s'appelle l'ARO. Oui. A-A-R-O. Oui. Quel est le rôle de l'ARO aux États-Unis? Le rôle de l'ARO aux États-Unis, c'est un peu comme le rôle du GEPAN en France. C'est-à-dire, mais si, on s'occupe des ovnis, voyez, nous avons le GEPAN. Eh bien là, c'est la même chose. Si, on s'occupe des ovnis, voyez, nous avons l'ARO. Sauf qu'il y a eu une polémique. C'est plus sérieux quand même, non? Ben non, parce que justement, David Grusch est le symptôme de la faillite de l'ARO, parce que ce qui a été reproché à l'ARO, notamment pendant plusieurs mois, quand vous alliez sur le site officiel de l'ARO, il n'y avait même pas de contact. Il n'y avait rien. Vous aviez l'interface, mais vous n'aviez ni téléphone ni contact. Alors pour un organisme qui est censé récupérer vos témoignages, ça me fait penser un peu à ces journalistes qui se pensent au-dessus de tout le monde et qui ne mettent pas leur contact et qu'il faut passer par le bouche à oreille pour pouvoir avoir l'honneur de les rencontrer. Bon, ben, tapez sur mes confrères. Bon, pour JMTV+, vous allez en bas de page, il y a l'email, il y a le numéro de téléphone, il y a tout. C'est transparent. Mais effectivement, l'ARO a été très critiqué. Sean Kirkpatrick, qui était le directeur, oui, qui vient de donner sa démission, oui, voilà, effectivement, qui prend effet ce mois de décembre 2023, je crois. Le 6 décembre, je crois. Le 6 décembre, nous sommes le 4 décembre, dans 2 jours, oui, Sean Kirkpatrick ne sera plus à la tête de l'ARO. Oui. Bon, il faut dire lui-même a été chapeauté au-dessus par la sous-secrétaire à la défense Avril Haines. Avril, je vais tout dire son nom, simplement pour avoir un homonyme. Avril Danica Haines, qui est sous-secrétaire à la défense américaine, chapeauté dans l'ARO, et Kirkpatrick était en dessous. Pourquoi a-t-il démissionné? Je pense qu'il était dans un rôle inconfortable. Hybride. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il devait respecter une sorte d'agenda gouvernemental, et à la fois, il devait répondre à une pression croissante d'une partie de ce qu'on appelle le fameux lobby suractif OVNI. Il était, grosso modo, on lui reprochait de cacher les choses, de mentir. En plus, c'est vrai que certains lanceurs d'alerte se sont plaints qu'ils n'ont pas été reçus comme il fallait par Sean Kirkpatrick, qui était pourtant censé enregistrer leurs témoignages. Sean Kirkpatrick était quasiment a joué les pleureuses quand David Grusch a parlé, parce que David Grusch a dit que Sean Kirkpatrick l'avait un peu méprisé, snobé, et Sean Kirkpatrick était outré par ces allégations, etc., etc. Mais il a quand même lancé une bombe juste avant de démissionner en disant qu'il y avait certaines choses qui étaient sûrement crédibles dans les propos de David Grusch. C'est un peu, il a lancé sa bombe juste avant de démissionner. Même si David Grusch l'a critiqué, exactement, il est resté intellectuellement honnête. Ben, je ne sais pas s'il est, ou alors il s'est protégé, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il ne savait pas sur quel pied danser et sa position était intenable. Elle était intenable. Et il avait trop de pression, je pense que c'est pour ça qu'il a démissionné, ou alors il a été poussé à la démission, hein, ça c'est encore autre chose. Bon, l'ARO qui était réputé un peu obscur, ne livrant aucune information, ne donnant même pas une adresse mail, est un peu plus clair désormais. L'ARO est constitué de 40 membres, dont 20 scientifiques et 20 militaires. Voilà, qui sera chapeauté, tu sais qui succédera à Sean? Ah, j'ai entendu le nom, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus le nom. C'est pas grave.
Revenons maintenant sur le cas de l'Afrique. Est-ce que le fait que plusieurs pays d'Afrique noire francophones sont inféodés au système français, ancien colon, le fait que les médias français ne s'occupent pas assez de ce sujet sur les ovnis n'est pas la raison pour laquelle les Africains sont sous-informés sur la question? Ça pourrait, c'est possible. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent. On voit bien par exemple avec ce qui s'est passé au Gabon, la volonté du nouveau président qu'il y ait une souveraineté nationale plus établie, y compris également au niveau des médias. D'ailleurs, j'ai prévenu une personne qui est au gouvernement de la sortie de l'ouvrage, au cas où. Je n'ai pas eu de retour, mais enfin, je l'ai fait par conscience professionnelle. Et donc, il faudrait voir dans les 2-3 ans, c'est comme pour le Niger avec le coup d'État, il faudrait voir dans les 2-3 ans à quel point les médias locaux vont être inféodés ou pas aux anciennes... Alors, pas que les anciennes puissances colonisatrices, les grosses puissances tout court. Les grosses puissances tout court. Parce que ce serait pas plus... En fait, il faut faire attention, ce serait pas plus rassurant de suivre la Russie ou la Chine là-dessus. Je veux dire, les Africains n'ont pas d'amis. Les Africains croient qu'ils ont des amis parce que les Russes vont donner de l'argent à tel influenceur, les Chinois vont financer tel projet immobilier, mais les Africains n'ont pas d'amis. Et la France, tu parles beaucoup de Russes et des Chinois, mais tu ne parles jamais de la France. On pourrait dire la même chose de la France. Tu protèges un de tes 2 pays ou quoi? Pas du tout. Alors, pas du tout, mais je pense car c'est la France qui était en Afrique depuis Mathusalem. Hein. Si elle a bien travaillé, il n'y aurait pas de Russes aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on surestime actuellement le poids de la France. Oui, aujourd'hui on surestime. Parce mais que hier... beaucoup de choses ont changé. Si on parle des médias, alors, je voudrais dire un truc. Il s'est passé quelque chose quand même depuis, on va dire, avant le Covid. Il y a actuellement, sur tout le continent africain, et c'est vraiment criant sur dans la francophonie africaine, on a assisté à une pluralité, à la création de beaucoup de médias et de plateformes médiatiques. C'était quelque chose d'impensable il y a encore 6 ans, 7 ans. Il faut savoir que, par exemple, puisqu'on a parlé d'art tout à l'heure, que pour un artiste d'origine africaine, francophone, avant, j'ai envie de dire, c'était RFI et TV5 qui faisaient la pluie et le beau temps. Bah oui, mais non, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Quand tu viens sur GMTV+, on te voit bien. Il y a GMTV+, au Gabon, on a des Gabon, au Gabon, on a Gabon Media Time, on a la Une Média Gabon, on a Gabon Review, on a 241, on a RTN, on a des agences de presse africaines, c'est-à-dire que l'AFP n'est plus un acteur incontournable pour accéder à l'information sur le continent africain. Donc il y a quand même des choses qui changent. Ça bouge. Et je pense que sur ce sujet-là, ce serait intéressant. Là, je vais être honnête, la communication n'a même pas commencé. Moi, j'étais un peu pris de court, j'ai répondu à des interviews parce que je ne savais pas qu'il y avait un tel engouement pour ce sujet en Afrique. Quand je suis arrivé à la Sorbonne, au colloque, des gens, ça avait fait boule de neige qu'un bouquin était sorti sur l'Afrique, la question des ovnis, la perception en Afrique. Mais il faut savoir qu'aucun communiqué de presse n'a été rédigé. Ça n'a pas été envoyé à la presse. Rien, au moment où on parle, rien n'a été fait. Si on est en train de parler, c'est parce que je reçois des propositions et c'est tout. Donc, il est possible, d'ici 1 mois, 2 mois, que des médias africains veulent s'emparer de cette question. On va voir. C'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Alors, chers téléspectateurs, procurez-vous ce livre, La question des ovnis en Afrique centrale de Yann Alexander. Vous pouvez le commander sur Amazon. Un livre rempli de témoignages des 4 coins d'Afrique noire francophone. Je vais vous lire ici le témoignage de quelqu'un qui vit à Saint-Louis, au Sénégal. En 2003, le 2 février, je vis une lumière aveuglante suivie de cris dans une langue incompréhensible. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Théo, Saint-Louis, Sénégal, source rubrique témoignage OVNI. Oui, parce que justement, je disais, c'est un état des lieux. Il y a beaucoup de sites francophones consacrés à ces questions-là qui sont en train de disparaître parce que l'hébergeur n'existe plus ou parce que ceux qui avaient mis le site sur l'hébergeur ne payent plus l'hébergeur.
Donc j'ai commencé à récupérer des témoignages pour les sauvegarder quelque part, parce qu'il y a des sites qui n'existent plus. Donc ça aussi c'était important, c'était l'état des lieux et l'archivage de certains témoignages, parce qu'on ne sait pas, peut-être ces témoignages peuvent avoir une valeur dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est assez, ce serait assez intéressant de voir ce qui va se passer. On parlait de la presse tout à l'heure, je voudrais quand même remercier le journaliste Samuel Misséou de la Une Média Gabon, qui a accordé un entretien suite à la sortie de cet ouvrage et qui m'a envoyé un message en fin de semaine dernière pour me dire qu'il était impressionné du nombre de connexions sur cet article, sur le site La Une Média Gabon. Et il était assez impressionné et effectivement... Pourquoi sur le continent il y a un engouement pour ce sujet? Oui, et il a dit non seulement il y avait un engouement sur tout le continent africain, puisqu'il pouvait voir la provenance des clics, mais c'était dans le monde entier, et d'ailleurs des Argentins ont traduit cet article en espagnol pour le public argentin, et donc ça a été abondamment diffusé, relayé sur Twitter. Donc il y a une demande des gens, et la parole se libère. Je voudrais revenir sur ce que disait Ben Lodji tout à l'heure. Le comportement des ufologues au téléphone qui ne prennent pas son témoignage au sérieux, c'était un comportement très fréquent dans les années 70, parce qu'il faut savoir que même si des gens se disaient ufologues et enquêtaient sur la question OVNI, ils étaient au même titre que... Enfin, c'était un état d'esprit français. Il leur fallait l'OVNI en tôle et boulon qui se pose sur la place et il n'y a pas de consensus et quelqu'un sort et dit bonjour. C'était à peu près ça. Vous ne pouviez pas... il faut savoir que dès la fin des années 60, les ufologues étaient submergés aux États-Unis et au Canada de témoignages de gens qui disaient « on a eu des visites dans la chambre ». On a l'impression que l'objet, on le voit, mais qui parle dans notre tête, qui nous dit quelque chose. Et pendant longtemps, les ufologues ne voulaient pas toucher à ça parce que c'était too much, c'était trop. Donc, et trop abstrait. Trop abstrait. Donc, ils ont mis ça sous le tapis. Sauf que ça n'a pas diminué, ça a continué. Alors là, en ce moment, il y a certains qui disent « oui, plus personne ne voit d'OVNI en France ». Si. Des gens voient, il y a des associations qui enregistrent des témoignages. Et ce n'est pas fini, cette histoire. Des gens voient des choses. Donc il n'y a pas... Alors maintenant, effectivement, encore une fois, il faut raison garder. Et en plus, je suis le premier à le dire, il y a des choses qui sont plus urgentes dans le quotidien. Maintenant, nous sommes aussi responsables du quotidien dans lequel on vit. Quand par exemple des gens disent « oui, il y a des sujets plus urgents comme gagner sa vie », oui, mais gagner sa vie, parce que nous avons considéré, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons cautionné un système capitaliste abrutissant où il faut gagner notre vie pour manger. Nous l'avons cautionné. Donc, c'est vrai, oui, il faut gagner notre vie. Oui, donc du coup, comme on gagne notre vie, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Mais nous l'avons voulu, ce système, collectivement. Nous l'avons voulu. C'est pas certain. Hein. Bon, ça fera l'objet d'un autre débat. Sur le capitalisme. Le capitalisme. C'est un grand débat. Je ne suis pas certain que l'Africain aurait accepté qu'on l'utilise, comme on l'a fait, pour enrichir l'Occident. Je ne suis pas certain. Je suis d'accord. Mais voilà. Je veux dire, actuellement, en 2023, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il n'y a pas d'alternative au système économique dans lequel on vit et qu'il faut saupoudrer. Alors, selon tel pays, on va saupoudrer avec des mesures sociales, l'autre pays, c'est avec un ultralibéralisme, mais il y a une conséquence. Il faut toujours prendre le sujet OVNI dans un contexte plus large. Il faut ouvrir les perspectives. Il ne faut pas simplement prendre le sujet OVNI en lui-même et le regarder avec le petit coin. Si on voit ça, c'est que, en fait, c'est une occasion de réfléchir. Mais on ne peut pas forcément réfléchir quand on est dans du métro boulot dodo. Ben Lodji. Oui. Tu bois les paroles de ton ami, là. Complètement. Je suis tout oui, là. Tu as une autre chanson à nous proposer avant qu'on clôture cette émission, s'il te plaît? Volontiers. Mais la tienne, cette fois-ci. Volontiers, la mienne, oui. Oui, la tienne. Il faut qu'on t'entende, hein. Ça peut apporter du contrat, hein. La mienne, mais comme je n'arrive toujours pas à sortir du concert que j'ai fait samedi dernier, étant donné qu'on m'écrit encore pour m'en parler, du coup,
je reste toujours avec les dieux que j'ai fait avec mon ami Yann ce soir-là. Parce qu'on a chanté aussi une chanson à moi. Bon, d'accord, vas-y. Et qui s'appelle Belle dans sa robe. Mais il ne chante toujours pas. Fais en sorte que les ovnis te ramènent chez eux pour que tu fasses de bons concerts là-bas, s'il te plaît. Là, c'est des ovnis humains identifiés. Parce qu'eux, ils sont identifiés, hein, de plus en plus, malheureusement. Ah, ça parle de... Ton ami, on peut le toucher, ça parle il est identifié. Alors. Ça parle de ces hommes qui considèrent que la fille en robe, et c'est une fille, voilà, une robe, on peut retrousser facilement. Voilà. Et ça existe, malheureusement, de plus en plus. Et donc, j'ai fait une chanson pour essayer de les défendre un peu. Et toutes les femmes d'ailleurs, parce que même celles qui portent souvent des pantalons, ça leur arrive aussi de temps en temps de porter des robes. Elle est sortie ce matin en pantalon, malgré son décolleté, ses hauts talons. Elle a eu le respect des garçons de son quartier qui ont trouvé que c'est une femme sûre, pudique et pure. Et voilà que sa sœur qui est plus couverte, qui a un caractère moins ouvert, a mis une robe de mère et pas à l'envers, a eu des ennuis. L'autre nuit, un garçon très cru s'est montré tout nu. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Si fragile. Que dire de sa copine qui se dérobe, des garçons la taquinent et même la snob, alors qu'elle turbine pour ses belles robes. Et dans son quartier, elle était baissée, les mauvais garçons perdent la raison. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa robe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. Laissez-la partir dans sa robe, elle va revenir saine et sauve, car les gens en ville l'admirent en robe. Il n'y a que dans le quartier que vous pensez qu'elle va retrousser sa robe plissée, alors qu'elle est simplement belle en robe. Oh oui, elle est vraiment belle en robe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa jupe. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans sa jupe. Au nom de quoi serait-elle une fille facile? Laissez-la tranquille, elle est si fragile. Elle est si fragile. Elle est si fragile. C'est la femme qui porte et donne la vie. Alors il faut de la paix, il ne faut pas l'embêter. Est-ce que tu as compris, monsieur le sénateur? Il ne faut pas faire ça à la députée. Hein? Bon
gentil. Après, tu veux rester sénateur. Bon, Yann Alexandre. Alors, on pourrait épiloguer longtemps, vraiment longtemps sur le sujet des ovnis, mais comme toute chose, il faut dire qu'on arrive à la fin. Mais dis, y a-t-il une question fondamentale que tu aurais aimé que je te pose? Je n'ai pas tilté dessus, étant donné que je n'en sais rien. J'apprends. C'est toi qui l'as mis là-dedans. Quelle est la question? Réponds à la question non posée, s'il te plaît, pour clore cette émission. Non, il n'y a pas de question idéale. Je voudrais juste tirer, dire le respect que j'ai pour beaucoup de gens qui ont œuvré dans ce domaine et qui sont morts moqués très souvent. Et c'est pour ça que quand j'ai été invité à Orléans à présenter cet ouvrage le 15 novembre, j'ai décidé de faire une minute de silence pendant la conférence en hommage aux ufologues et puis également en hommage à toutes ces personnes qui avaient témoigné, des gens, des monsieur, des madame, tout le monde, qui avaient vu des choses, qui avaient été perturbés dans leur quotidien et qui avaient été également moqués dans leur communauté, que ce soit en France métropolitaine, à La Réunion, aux États-Unis, peu importe. Je pense que c'est bien de penser à eux parce qu'ils ont vécu des choses qui ne rentraient pas dans le consensus social et ils ont subi la technique classique qui consiste à tuer le messager plutôt que d'écouter le message. Quand je dis tuer, c'est pas forcément tuer au sens propre, mais intellectuellement, socialement, ostraciser le messager plutôt que d'écouter ce qu'il dit. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps justement à ne pas écouter ce que les gens disaient et on assiste à une renaissance. L'avenir nous dira ce qu'il en est de ce qu'on peut appeler le milieu ufologique. Avec des personnalités comme Michael Vaillant, qui est un ancien du GEPAN, justement, et qui est devenu consultant à son propre compte, et à qui on doit justement en France la création de la plateforme UAP Check News. Et cette plateforme a accueilli la chaîne UAP Afrique, en effet. Voilà. Donc vous pouvez vous abonner à UAP Afrique. JMTV Plus est abonné là-dessus. C'est super parce que ça prolonge un peu le travail qui est fait autour de cet ouvrage. Et donc c'est toujours la même chose. Encore une fois, je ne suis pas ufologue, je n'ai pas la prétention de mener des enquêtes, je n'ai pas cette prétention. Il y a des gens qui ont vraiment un bagage intellectuel plus solide que le mien. Je pense à Thibaut Canuti, qui est remarquable en tant qu'historien. Mais il y a une volonté de transmettre ce que l'on sait, de faire un état des lieux. Et peut-être pour moi, c'est une façon aussi, pareil, de me regarder dans la glace avec fierté. Voilà, c'est une question un peu d'intégrité, on va dire. Crois-moi qu'intellectuellement, dans ta glace, tu es très beau. Intellectuellement, j'ai dit. Suivez mon regard. Chers téléspectateurs de JMTV+, voilà, vous étiez dans un spécial bœuf littéraire, spécial ovni, avec ce livre, La question des ovnis en Afrique centrale, de Yann Alexandre, un bouquin préfacé par Nicolas Dumont, qu'on salue, on ne peut pas l'oublier, j'ai regardé partout, j'ai pas vu la maison d'édition, cela signifie que c'est toi qui l'as édité Là, c'est ma société, oui. Ta société, il fallait mettre son nom, quoi, c'est ta société. Je crois que c'est mis dans la présentation générale. Mais j'ai pas vu, parce que je l'ai cherché partout, t'as vu, j'ai fait du Matthieu 7.7, mais j'ai pas trouvé, donc... merci à Nicolas Dumont qui a préfacé ce livre. Clinicien qui commence à être une référence dans ce milieu-là. Très bien, donc pour l'obtenir ce livre. L'illustration est par ma mère. À part ta mère. Comment elle s'appelle? Anne-Cécile Makosso Akendengue. Madame Makosso Akendengue. Voilà. Voilà, vous êtes toujours dans le Maine-et-Loire. Toujours. Pour la deuxième fois, je lance mon invitation. Exactement. Mais effectivement, cette illustration joue aussi dans le petit succès de l'ouvrage. Très bien. Elle a regardé au bœuf bourguignon au moment? Bien sûr. J'y avais lancé une demande d'invitation. Elle est au courant. Je réitère. Elle est au courant. Monsieur Makosso, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire taper de moi. Je vais mélanger bon, c'est tout. Merci beaucoup à toi, Ben Nodi. C'est pour la première fois que tu viens sur JMTV+. Sache que tu reviendras quand tu veux. C'est un plaisir. Merci. Je reviendrai avec plaisir. Ah bah oui, ça c'est sûr et certain. Oui. Merci beaucoup à toi, Yann, pour ce pain intellectuel que tu nous as donné. Vous qui nous avez suivis du Canada, des États-Unis, de France, d'Allemagne et surtout d'Afrique, Cameroun, Congo,
les deux Congos, Gabon, Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Oui, il y a des gens qui nous suivent là-bas. Prenez la chose au sérieux, ce n'est pas de la sorcellerie, la question des ovnis, c'est une réalité. C'est une réalité, sinon les grandes puissances ne couraient pas ainsi pour collecter les données. C'est une réalité. Voilà, on se retrouve sur ces mêmes plateaux. J'ai oublié de saluer celle qui est en coulisses, Niara, mon assistante. Voilà, on se retrouve sur ces mêmes plateaux avec un autre invité dans quelques jours, peut-être dans le bœuf littéraire toujours, ou le bœuf bourguignon, ou le bœuf politique, ou la chronique du bœuf sur TikTok. Voilà, JMTV+. D'ici là, malgré la situation vraiment sombre, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye.